Salut Dimitri. Et salut, ça va? Ça va? Dis-moi, tu voudrais devenir un artiste? Qu'est-ce que tu racontes? Salut Natacha. Salut, ça va? Ça va très bien, merci. Je t'appelle, j'ai un défi pour toi, on va pas se mentir. Je sais que tu es une bonne experte quand même en histoire de l'art et en particulier en art contemporain. Et j'ai une bonne question, tu vas voir. C'est quoi une œuvre d'art? Ah, t'as pas un peu plus difficile comme question parce que... Alors attends, je vais te donner un peu de contexte, tu vas comprendre. L'idée, c'est que j'ai envie de fabriquer une console de jeux vidéo avec un youtubeur qui s'appelle Monsieur Bidouille, qui lui est plutôt un, voilà, comme il le dit, un bidouilleur, un genre de petit ingénieur qui fait des trucs de son côté, qui se perçoit pas du tout comme un artiste. Par contre, je lui ai demandé de fabriquer une console de jeux vidéo qui a un message dans sa construction en elle-même. C'est pas ce qu'elle est, c'est ce qu'elle représente qui va être intéressant. Parce que c'est une machine qui se veut environnementalement neutre, c'est-à-dire qu'elle doit pas trop polluer, elle n'est pas trop puissante. Je pourrais la fabriquer, je peux pas la concevoir de A à Z. Par contre, on peut partir sur une base déjà existante de consoles qu'on appelle open source, où on trouve les plans sur internet, et on peut la réarranger à notre sauce. C'est l'intérêt de l'open source. Mais il y a déjà des communautés de jeux. Donc je pense par exemple à Arduboy, sont des jeux développés sur Arduino. Alors là, c'est vraiment du très basique. Et puis on va tomber aussi sur une petite console qui s'appelle le SP Boy, qui est un peu plus puissante. J'ai déjà en tête une idée de design où on pourrait réutiliser des jeux de différentes communautés dans la même console, ce qui nous permettrait de tester plusieurs choses. N'oublions pas que son but est de nous questionner sur l'impact environnemental de notre pratique vidéoludique et d'essayer via la conception et la fabrication de limiter cet impact au minimum, tout en étant quand même une vraie console. On s'est donc fixé un cahier des charges précis. La machine doit consommer peu, mais être quand même assez puissante pour lancer des jeux, être fabricable localement et le plus simplement possible, réparable et améliorable, libre. Avec tout ça en tête, on a bossé sur la console. Nous serons donc sur une machine portable qui consomme peu grâce à l'utilisation d'un microcontrôleur dédié, dont le boîtier sera imprimé en 3D, le circuit imprimé sera conçu pour pouvoir être fait avec du matériel de base, certains éléments électroniques sont génériques et peuvent même être recyclés. En fait, on s'est aperçu que la console consommerait tellement peu qu'on va pouvoir se permettre d'ajouter une petite fonctionnalité. Toi, tu peux faire tout là, tout ça, tu peux le faire directement chez toi ou c'est chaud? Alors non, je peux pas faire tout seul parce que j'ai pas le matériel ici. Mais par contre, je connais un endroit où il y a tout ce matériel. On se dirige vers Nanterre, on va aller récupérer Dimitri et Natacha. On donne rendez-vous donc à l'Electrolab pour essayer de recycler du matériel électronique et de fabriquer une console de jeux vidéo. Salut, ça va? Ouais, super. Allez. C'est super de vous retrouver ici à l'Electrolab. On va faire un petit peu de jeux vidéo, d'art, d'ingénierie. On va voir ça. C'est parti. Et ben, je vous présente Zenos, qui est membre de l'Electrolab et qui va pouvoir nous faire une petite visite, une petite présentation. Bon, bonjour, bienvenue. Alors, déjà, qui on est? Donc, du coup, on est à Hackerspace, donc une association de bidouilleurs. Et donc, on est une association de culture scientifique, technique et industrielle. Voilà, donc on est un lieu où les gens viennent faire et échanger, avec un gros volet sur le faire. L'idée, c'est que les gens de tous les horizons, techniques et non techniques, puissent venir faire des projets avec tous les niveaux, tous les horizons, à nouveau techniques, mais aussi artistiques. Ça me paraît adapté à notre situation. C'est beaucoup plus qu'adapté à notre situation parce que l'endroit est vraiment exceptionnel. Enfin, moi, j'ai jamais vu ça personnellement. C'est les rois de la récup. Il y en a de partout, absolument de partout. Et on peut tout fabriquer. On peut faire de l'électronique, on peut faire de la mécanique. Enfin, on va voir ça. C'est impressionnant. Et c'est ouvert au public. C'est ça qui est exceptionnel. Et je trouve que c'est un lieu qui mériterait d'être plus connu parce que vraiment, c'est juste incroyable. Pour moi, c'est un magasin de gosses. À chaque fois que je rentre là-dedans, c'est la caverne d'Ali Baba. Voilà. En tout cas, vous êtes drôlement bien équipés. Donc, normalement, on est capable ici de produire toute la console. Enfin, le prototype de la console, on peut le faire aujourd'hui d'un coup, quoi. L'idée, c'est de pouvoir faire du prototypage sur place. Donc, de faire son prototype de A à Z avec l'électronique, la mécanique à nouveau. Voilà. Et par contre, du coup, on n'est pas un lieu qui est adapté à de la prod. Pour ça, il y a des usines pour les économies. On n'a pas prévu. Voilà. Ici, tant que c'est légal et faisable dans des conditions de sécurité correctes, l'idée, c'est de pouvoir faire. Ça devrait le faire. On est large.
Si nous sommes à l'Electrolab, c'est surtout pour fabriquer un élément indispensable à tout produit électronique, un PCB ou Printed Circuit Board, ou dans la langue de Jamy, on parle de circuit imprimé. Dans l'idée, cela remplace les fils qui seraient nécessaires pour relier les différents composants entre eux, tout en étant simultanément le squelette qui les supporte. Il est constitué d'un support rigide, mais surtout isolant, et d'une couche très fine de cuivre qui, elle, pour le coup, est conductrice. Fabriquer un PCB demande du matériel spécifique et ressemble pas mal au tirage d'une photo. C'est un peu long et fastidieux, mais c'est plus pertinent dans notre démarche que de commander le PCB sur internet depuis l'autre bout du monde. Maintenant notre film est prêt, on n'a plus qu'à lancer l'exposition. Donc on va allumer notre machine. On a le laser qui fonctionne, c'est lancé, c'est en cours, il n'y a plus qu'à revenir dans 15 minutes. Et pendant ce temps-là, on peut préparer nos bains. D'accord. Voilà. La difficulté, ça va être, vu qu'on fait un circuit double face, il faut que les deux pistes soient bien alignées les unes par rapport aux autres, Oui. puisqu'on fait la trace d'un côté et de l'autre, des deux faces de la plaque. On va préparer nos deux bains pour le révélateur et le fixateur. Donc là, c'est exactement comme un appareil photo, là. On est sur un process photo noir et blanc, photo, tout à fait classique. Et ce sont d'ailleurs les révélateurs et fixateurs en photo classique. On utilise les mêmes produits chimiques que pour la photo argentique. Donc on a notre morceau de substrat avec son cuivre de chaque côté, une couche de résine photosensible de chaque côté, protégée du coup par du plastique pour éviter de l'exposer. Et on va venir détruire la résine pour exposer le cuivre, pour ensuite le graver. Et donc du coup, on va juste retirer la partie sensible et le mettre dans la graveuse. Et là, du coup, on va venir plaquer le typon, donc le film, sur la carte, parce que sinon, avec les ombres et autres, on aurait un circuit imprécis, voire complètement raté. Donc là, la machine, elle va venir en fait tirer le vide entre les deux feuilles, comme une emballeuse sous vide. Et il n'y a plus qu'à enfourner pour 5 minutes. Ouais, on voit que c'est sous vide là. Là, on a fini l'insolation. On va récupérer la plaque qui a été insolée. Donc maintenant, on va mettre dans le bain de soude. Voilà. Pour ronger les parties de résine qui sont inutiles. On commence à voir des choses. Hein. Là, on commence à bien voir le tour. Là. Ici. Et on voit les circuits. On voit les pistes. On voit les pistes. Hein. Il n'y a plus qu'à graver. Maintenant que notre exposition est faite, on passe à l'étape du bain dans du perchlorure de fer, et ici, il est recyclé. On récupère du perchlor gratuitement auprès des stations d'épuration qui l'utilisent pour précipiter les déchets organiques et qui ne savent pas quoi en faire une fois utilisés. Pendant ce jacuzzi chimique, tout le cuivre qui n'est pas protégé par l'exposition aux UV sera dissous par le perchlor. C'est là qu'on parle de gravure. Et comme cette étape est un peu longue, on en a profité pour discuter et se demander si c'est bien de l'art tout ça. Si on essaie de faire en sorte que cette petite console devienne une œuvre d'art, et en discutant avec Natacha, on a eu le problème en fait de savoir comment on fait une œuvre d'art. Il faudrait on accepte d'être des artistes avant même de savoir si c'est une œuvre d'art. Parce que si on n'est pas des artistes, de base, c'est pas une œuvre d'art. La question, c'est est-ce que l'œuvre, c'est la console ou est-ce que c'est le concept derrière la console? Parce que c'est pas du tout impossible que juste le concept derrière la console en soit l'œuvre, d'autant plus que les gens vont pouvoir recréer cette console chez eux. Enfin, c'est pas du tout un problème puisque on a des artistes conceptuels comme Sol Lewitt, qui est un artiste qui en fait ne vendait pas des œuvres d'art, en fait il vendait des instructions. Un musée allait acheter une œuvre de Sol Lewitt, c'était des instructions disant voilà, sur le mur, vous me dessinez un carré de temps par temps et puis vous assurez sur la diagonale, la première diagonale vous assurez dans ce sens-là, la deuxième vous assurez dans ce sens-là, et n'importe qui pouvait réaliser en fait ce dessin et le musée pouvait l'exposer comme œuvre d'art de Sol Lewitt, mais ce que Sol Lewitt avait vendu, c'est pas lui qui venait faire les dessins. Il vendait les instructions. C'est beaucoup trop méta pour moi. Non mais c'est juste pour te montrer un petit peu la marge de manœuvre que l'on a dans la définition d'artiste en fait. Et c'est peut-être, j'avais l'impression que tu avais un peu une définition romantique d'artiste du 19e ou 18e siècle, un peu maudit, qui doit fabriquer de ses mains et de son sang son œuvre. Ouais, c'est voilà, il faut une œuvre originale. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise dans l'idée d'être un artiste en fait? Bah, c'est une question d'usurper un peu le truc, quoi. Ouais. Ça fait un peu le gars qui sent plus pisser, quoi. Genre, qui est là, oui, j'ai fait un petit PCB. Bah, en fait, la notion de compétence et de technicité, notamment en art contemporain, surtout à l'heure actuelle, c'est plus du tout une question importante, en fait. C'est-à-dire que tu as des artistes. Je ne sais pas si tu connais Damien Hirst, qui est un artiste anglais, qui a fait notamment un crâne serti de diamants, etc. C'est quand même un mec qui dit lui-même qu'il est un mauvais plasticien. C'est-à-dire que techniquement, il est mauvais
Mais il a des bonnes idées. Il a des bonnes idées, il a compris comment fonctionnait le marché de l'art aussi. On va pas se mentir, c'est comme ça qu'il est devenu un des artistes les plus chers au monde. Mais lui-même le dit, il n'est pas bon techniquement. Donc il a les idées, il paye des gens pour les concrétiser, et c'est lui l'artiste. Qui sous-traite quoi. Ouais, c'est ça. La vision un peu de l'artiste romantique, du mec tout seul dans son atelier, qui est en train de peindre avec ses petits pinceaux, etc. Enfin, c'est très court dans l'histoire des arts. Mais c'est quelque chose de très ancré dans l'imaginaire collectif. Parce qu'en fait, les chefs-d'œuvre de la Renaissance qu'on connaît très bien, etc., c'était pas des artistes tout seuls en train de peindre. En fait, c'était des ateliers. Ils avaient plein d'apprentis qui bossaient, et eux, ils allaient faire les personnages qui étaient au premier plan, en gros, puis les apprentis allaient faire le reste. Mais malgré tout, ils avaient les connaissances techniques suffisantes pour pouvoir peindre au moins ces personnages du premier plan. Aujourd'hui, on en est arrivé à un truc, notamment avec l'art conceptuel de Sol Lewitt, etc., où les artistes peuvent vraiment se contenter d'avoir des idées. Et c'est suffisant d'avoir des idées, et on n'a pas besoin d'être super fort techniquement. Un artiste français, Jean-Michel Cotonniel, qui travaille qu'avec du verre soufflé, ne sait pas souffler le verre. Toutes ces œuvres d'art sont faites avec des grosses boules de verre comme ça. Il y a une station de métro hyper connue, c'est lui qui a fait ça. Enfin, en fait, il n'a rien fait. C'est des souffleurs de verre qui le font pour lui. Il ne travaille qu'avec ça et il ne sait pas le faire lui-même. Personne ne remet en question son statut. Voilà, maintenant, c'est comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, dans la définition de l'artiste et de l'art telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est pas du tout antinomique. Et voilà, c'est cuit. Donc là, on voit bien que le cuivre est parti à tous les endroits où on ne voulait pas qu'il y ait de cuivre, finalement. Donc maintenant, ce qu'il va falloir, c'est découper autour pour ne garder que le PCB qu'on veut garder, et percer les trous pour ensuite faire les soudures. Donc la console, c'est ça. Donc là, bon, l'écran, les touches, le petit bouton on-off de ce côté. De l'autre côté, on a ça, c'est la carte qui sert à charger la batterie. Donc soit on peut brancher en USB ici et jouer directement branché en USB, soit quand on branche l'USB, on charge la batterie. Et si on veut, on peut aussi brancher la manivelle pour pouvoir recharger par manivelle. Cette petite chose, c'est une dynamo USB qui permet d'avoir un petit port USB, voilà, et ça fait même de la lumière éventuellement. C'est vraiment pas puissant, mais c'est très compliqué à fabriquer en fin de compte si on devait le faire nous-mêmes. Donc j'ai juste testé, et ça c'est quelque chose que j'ai acheté, qu'on va relier à la console pour qu'on puisse essayer de recharger la console avec la petite manivelle. Va falloir pas mal tourner la manivelle parce qu'on est quasiment, pour recharger intégralement la batterie, c'est une batterie qui est pas petite dans la console, mais quand même, c'est pour information un 80 mAh. La console a une batterie de 1100 mAh, donc il faut tourner environ 11 heures, 12 heures pour réussir à recharger intégralement la console. Ça, c'est le cœur de la bête. Donc c'est un ESP32 qu'on appelle. Donc c'est une puce, c'est un microcontrôleur qu'on peut programmer, et donc c'est lui qui fait tourner le jeu. Voilà, et cette puce, c'est ce qu'on appelle un extender, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'entrée sur la carte ici pour pouvoir brancher tous les boutons. Donc on utilise cette petite puce qui va augmenter le nombre d'entrées pour pouvoir mettre plus de boutons. Voilà, c'est juste un truc. Et donc là, l'écran tout basique qui est en couleur. Puis ensuite, on peut jouer, voilà, c'est fonctionnel. Et donc j'aime bien le côté vraiment ultra basique, quoi. Mais en tout cas, elle marche. Donc bonne nouvelle. On a réussi, on a réussi. Il y a une gestion du son? Il n'y a pas de son. J'ai viré le son. Ça m'a saoulé, je l'ai viré. S'il y a un moyen de hacker le système pour devenir des artistes, c'est d'en faire la promotion à travers aussi un objet audiovisuel qui parle du projet qu'on a. Parce que la communication, c'est hyper important aussi en art, et en particulier maintenant, parce que il faut de la visibilité, quoi. Donc en fait, on hack le système parce qu'on fait une vidéo aussi en même temps, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment ça, c'est une histoire de com, en fait. Beaucoup, ouais. C'est l'image c'est l'idée que transmet le projet, en fait. En dehors même de la fabrication, de la machine. En gros, moi, ce qui m'aurait vraiment dérangé, par exemple, c'est que la console ne fonctionne pas. Si elle ne fonctionnait pas, qu'elle n'était pas jouable, et que ce soit vraiment juste un concept, et qu'on dit, voilà, l'idée c'est de faire une machine, blablabla, mais qu'elle soit vraiment techniquement quand même un peu aboutie, qu'elle marche, qu'elle ait quand même été véritablement dans le process intégrée à cette idée de faible impact, le problème que l'on a, c'est de la montrer. Parce que par contre,
on est d'accord que déjà il faut qu'on soit des artistes, mais si j'ai bien compris Natacha, il faudrait aussi que l'on ait un espace d'exposition. Il faut qu'on puisse la montrer pour qu'elle soit une œuvre d'art et que, par définition... Alors, c'est-à-dire, ça c'est un truc qui se mord un peu la queue, c'est si jamais on arrive à la diffuser, est-ce que ça fait de nous des artistes ou on peut attendre d'être... on est des artistes avant ou à partir du moment où elle est exposée? Je pense que tout le monde n'est pas forcément d'accord Déjà, sur la définition de ce qu'est l'art et l'art mettez-le dans les contemporain. commentaires, bien sûr, de cette vidéo. On attend le débat sur sommes-nous des artistes. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est l'intention d'abord. Donc, c'est que les personnes à l'origine de l'œuvre se considèrent comme des artistes en train de faire de l'art. Puis, l'obtention de la reconnaissance institutionnelle, que ce soit un critique qui va en parler, parce que c'est même pas forcément de l'exposer, en fait. Rigueur, la visibilité au public, on s'en fiche un peu. Je pense que ma mission va être d'essayer de contacter des galeries d'art et puis de voir s'ils veulent bien exposer la machine. Une fois la console terminée, nous sommes rentrés en Bretagne. On a d'ailleurs opéré une petite réparation de son boîtier au Fab Lab de Fougères en le réimprimant. Il nous restait à la faire exposer. Après de petites recherches et quelques mails, nous sommes entrés en contact avec un espace d'art contemporain et j'ai pu m'entretenir avec sa co-directrice. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté d'avoir cette petite entrevue. Vous avez vu la vidéo qu'on a déjà faite autour de cette petite machine, notre console, et donc vous devez voir un peu où je veux en venir avec ma question et avoir votre avis là-dessus en tant que co-directrice d'un espace d'art contemporain, donc le 40 mètres cubes à Rennes, et savoir si cette petite chose, d'après vous, est une œuvre d'art ou non, et voilà, comment on fait si jamais on voudrait qu'elle le devienne, ou pas d'ailleurs. Bonjour Ronan, oui en effet j'ai pris connaissance de votre projet. Avec un projet comme celui-là, moi j'aurais tendance à dire que cet objet, justement, il faut qu'il existe et dans le domaine du jeu vidéo et il peut exister évidemment aussi dans le domaine de l'art contemporain. Mais ça me paraît quand même essentiel d'avoir non pas une validation, mais quand même une réaction, un ressenti et une expérimentation des personnes concernées qui jouent à des jeux vidéo. Et c'est vrai que ma première idée, c'est de penser au festival au Stunfest qui a lieu à Rennes. Et je me dis que ça pourrait être quand même un cadre assez idéal justement pour expérimenter cette machine auprès de joueurs et joueuses. Oui, donc l'idée ce serait d'essayer de la montrer là-bas et puis de la faire expérimenter peut-être à des joueurs et d'expliquer un peu le projet et puis de voir un peu comment eux ils réagissent, quoi. Ça peut être intéressant. Je vais maintenant, je pense, accueillir Angelo Carreri qui va venir avec moi, qui est critique, plutôt journaliste dans la presse art contemporain, jeux vidéo. Tu diriges une magazine qui s'appelle Immersion et qui parle spécifiquement de ça. Ça va Angelo ? Ça va très bien, merci pour ton invitation. Merci à toi d'avoir accepté de venir. Donc il y a quelque chose qui existe depuis maintenant très longtemps qui s'appelle l'art numérique, qui consiste à faire de l'art avec en gros tout ce qui est binaire, langage binaire, à partir du moment où il y a des 0 et des 1. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art numérique, c'est reconnu. Donc, en France, on a des musées qui sont consacrés, on a des festivals, etc., etc. Un des premiers ordinateurs, le PDP-1, sur lequel on a fait l'un des premiers jeux vidéo qui s'appelle Space War. Donc en 1962, juste avant, les mêmes personnes, un peu, c'était un collectif de hackers, hein, des gens qui ressemblaient beaucoup aux gens que tu es allé voir dans ton Fab Lab. Ils ont fait un certain nombre de programmes qu'on appelait des display hacks, en fait, des programmes d'affichage graphique qui étaient en fait tout simplement des sortes de motifs géométriques un peu psychédéliques, kaléidoscopiques, etc. Et en fait, c'est un peu les mêmes personnes qui, avec le même matos, ont fait ça et puis se sont dit qu'est-ce qui va se passer si on peut le contrôler, si on peut jouer avec. Donc on passe en fait très vite des précurseurs de l'art numérique, un peu dans un délire psychédélique, aux jeux vidéo en faisant juste un tout petit pas en fait. Du coup, pour moi, une machine qui produit des images, c'est par définition une œuvre d'art. Ah, bonne nouvelle, on a fait de l'art. Dimitri et Natacha nous ont fait le plaisir de venir en visio afin de discuter de l'épisode. Enfin, littéralement, en fait, on est en train de faire tourner un jeu vidéo sur un grille-pain. Tout le processus derrière la création de cette console qui fait pour moi que elle possède déjà un petit peu une aura médiatique qui peut faire en sorte que on va parler d'elle et c'est quelque chose, le monde de l'art est très friand de tout ça. On se souviendra toujours de l'événement avec le Banksy qui s'était découpé en direct pendant une vente aux enchères. C'est vraiment des choses où une œuvre qui peut avoir un petit peu une aura médiatique, qui peut faire parler d'elle, ça attire forcément du monde.
On aurait pu échanger autour de l'art, de l'ingénierie ou du design en général pendant encore longtemps. Mais il était temps pour nous de faire tester notre œuvre d'art au public. Alors ça, c'est les couleurs de l'écran, tu vois. C'est un peu comme une Game Boy Color. Et normalement, si tu appuies là, tu as le premier niveau. Et je trouve que vraiment la situation, toi tu tournes et toi tu joues, c'est déjà très drôle. Parce qu'il y a une batterie dedans, mais c'est une batterie qui se recharge à peu près autant que ce qu'on tourne. Bah, c'est étonnamment fluide. Non mais vraiment, en fait, tu sais, c'est un peu la tête de vieux jeux rétro, mais c'est super fluide en fait. Est-ce que tu trouves ça pertinent? Est-ce que toi tu serais intéressé éventuellement par une console à faible impact environnemental? Ça te parle un peu ou pas du tout? Bah, carrément, surtout au jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'autour du jeu vidéo, on commence un petit peu à en parler. Après, avoir une console comme ça, ouais, c'est sympa. Mais est-ce que ça a touché beaucoup de gens? C'est un peu ça le problème. Mais je trouve ça, l'idée, je la trouve folle. Et faut carrément continuer vers là. Et donc ma question aussi qu'on va poser aux joueurs, c'est est-ce que vous allez être prêts à sacrifier de l'innovation pour du bien-être social en fait? C'est un objet qui est particulier dans le sens où vous le voulez aussi libre de droit, que les gens se l'approprient. Donc il faut réfléchir à une diffusion, enfin moi c'est la manière dont je travaille en tout cas, réfléchir à la diffusion idéale qui correspond à cet objet. Ça peut être une édition, ça peut être en effet inviter des gens à la réaliser. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses, je pense, à imaginer. Peut-être qu'il faut aussi passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait de cet objet, quel jeu on crée, avec quel jeu on joue, et quel type de jeu on propose. Et forcément, ça veut dire aussi peut-être des jeux avec une certaine éthique aussi, qui portent certaines idées. Et donc là, ça peut être aussi peut-être l'objet d'une collaboration avec un ou une autre artiste. Ok. Non, c'est bien, ça pousse le projet encore un peu plus loin que ce qu'on avait prévu, parce que déjà, nous, notre petite machine arrive à vivre un peu de ses propres ailes et à nous attirer vers d'autres aventures. Ça nous fera toujours d'autres histoires à raconter autour d'elle, et c'est ça aussi qu'on cherche. Donc, merci beaucoup, Anne, c'est très éclairant. Je vous en prie. On va essayer de voir si on peut trouver peut-être des artistes avec qui collaborer éventuellement autour de ça. Ok, tenez-moi au courant. L'important, c'était de pouvoir le faire, de vous le présenter. Et puis, pour y suivre le Vortex, voir un peu les évolutions de la machine. On ne sait pas jusqu'où on va aller comme ça. Mais bon, ça va être rigolo de faire le suivi. Merci à tous. Et puis, bien voilà, profitez bien de cette dernière heure, je crois, ici, avant de devoir rentrer chez vous. Et puis, bien peut-être à bientôt, voilà, sur les réseaux. Salut! Merci. Merci d'avoir regardé en entier cet épisode du Vortex. Je voulais vous dire que pour nous soutenir, vous pouvez aller en description dans notre boutique retrouver cette magnifique horloge. On a aussi des mugs et des t-shirts sur l'épisode du brutalisme que vous pouvez retrouver. Donc voilà, allez faire un tour et puis abonnez-vous. Merci.